sont des soleils levants, dit un autre poète pour célébrer la pomme. Alain Bosquet dans le Premier Testament. Dans un autre sonnet à Orphée, c'est l'orange qui est centre du monde, un centre de dynamisme qui transmet des mouvements, des frénésies, des exubérances, car la maxime de vie que nous propose Riquet est ici danser l'orange, tanz di orange. Dansez l'orange, le paysage plus chaud, projetez-les hors de vous, qu'elle rayonne de maturité dans les airs de son pays. Orange. Ce sont les jeunes filles qui doivent danser l'orange, légère comme des parfums. Les parfums, souvenirs de l'atmosphère natale. La pomme, l'orange sont pour Riquet, comme il le dit de la rose, des objets inépuisables dans les sonnets. Objet inépuisable, c'est bien le signe de l'objet que la rêverie du poète fait sortir de son inertie objective. La rêverie poétique est toujours neuve devant l'objet auquel elle s'attache. D'une rêverie à une autre, l'objet n'est plus le même. Il se renouvelle, ce renouvellement est un renouveau du rêveur. Angelos donne un commentaire étendu du sonnet qui célèbre l'orange. Il le place sous l'inspiration de Paul Valéry. L'âme et la danseuse est l'acte pur des métamorphoses, sous le signe aussi des pages qu'André Gide a écrites dans les nourritures terrestres sur la ronde de la grenade. Malgré une pointe intempestive, la grenade, comme la pomme, comme l'orange, est ronde. Plus ronde est la beauté du fruit, plus elle est sûre de ses puissances féminines. Quel redoublement de plaisir pour nous quand toutes ces rêveries, nous les rêvons en anima. Quoi qu'il en soit, quand on lit de tels poèmes, on se sent en état de symbolisme ouvert. L'immobile héraldique ne peut retenir que des valeurs esthétiques désuètes. Pour en bien rêver, il faudrait être infidèle aux emblèmes. Devant la fleur, devant le fruit, le poète nous rend à la naissance d'un bonheur. Et justement, Riquet y trouve le bonheur de l'éternelle enfance. Voir les fleurs, ces fidèles de la terre, celui qui les emporterait dans l'intimité du sommeil et dormirait profondément avec les choses. Oh, comme il reviendrait léger, différent, en face du jour différent de la commune profondeur. Sonnet à Orphée. Sans doute pour le grand renouvellement, il faudrait emporter les fleurs dans nos rêves de la nuit, mais le poète nous montre que dans la rêverie déjà, les fleurs coordonnent des images généralisées. Non pas simplement des images sensibles, des couleurs et des parfums, mais des images de l'homme, des délicatesses de sentiments, des chaleurs de souvenirs, des tentations d'offrande, tout ce qui peut fleurir dans une âme humaine, devant cette prodigalité des fruits qui nous invite à goûter au monde, devant ces mondes de fruits qui sollicitent nos rêveries. Comment ne pas affirmer que l'homme de la rêverie est cosmiquement heureux? À chaque image correspond un type de bonheur. Ce n'est pas de l'homme de la rêverie qu'on peut dire qu'il est jeté au monde. Le monde lui est tout accueil et lui-même est principe d'accueil. L'homme de la rêverie baigne dans le bonheur de rêver le monde, baigne dans le bien-être d'un monde heureux. Le rêveur est double conscience de son bien-être et du monde heureux. Son cogito n'est pas divisé dans la dialectique du sujet et de l'objet. La corrélation du rêveur à son monde est une corrélation forte. C'est ce monde vécu par la rêverie qui renvoie le plus directement à l'être de l'homme solitaire. L'homme solitaire possède directement les mondes qu'il rêve. Pour douter des mondes de la rêverie, il faudrait ne pas rêver, il faudrait sortir de la rêverie. L'homme de la rêverie et le monde de sa rêverie sont au plus proches, ils se touchent, ils se compénètrent, ils sont sur le même plan d'être. S'il faut lier l'être de l'homme à l'être du monde, le cogito de la rêverie s'énoncera ainsi. Je rêve le monde, donc le monde existe comme je le rêve. Ici apparaît un privilège de la rêverie poétique. Il semble qu'en rêvant dans une telle solitude, nous ne puissions toucher qu'un monde si singulier qu'il est étranger à tout autre rêveur. Mais l'isolement n'est pas si grand et les rêveries les plus profondes, les plus particulières sont souvent communicables. Du moins, il y a des familles de rêveurs dont les rêveries se consolident, dont les rêveries approfondissent l'être qui les reçoit. Et c'est ainsi que les grands poètes nous apprennent à rêver. Ils nous nourrissent des images avec lesquelles nous pouvons concentrer nos rêveries de repos. Ils nous offrent leurs images psychotropes par lesquelles nous animons un onirisme éveillé. C'est en de telles rencontres qu'une poétique de la rêverie prend conscience de ses tâches, déterminer des consolidations des mondes imaginés, développer l'audace de la rêverie constructrice, s'affirmer dans une bonne conscience de rêveur,
coordonner des libertés, trouver du vrai dans toutes les indisciplines du langage, ouvrir toutes les prisons de l'être pour que l'humain ait tous les devenirs. Autant de tâches souvent contradictoires entre ce qui concerne l'être et ce qui l'exalte. Bien entendu, la poétique de la rêverie que nous esquissons n'est à aucun titre une poétique de la poésie. Les documents d'onirisme éveillé que nous livre la rêverie doivent être travaillés, souvent longuement travaillés par le poète, pour recevoir la dignité des poèmes. Mais enfin, ces documents formés par la rêverie sont la matière la plus propice pour être façonnés en poèmes. C'est pour nous qui ne sommes pas poètes une des voies d'accès à la poésie. La substance fluente de nos songes, les poètes nous aident à la canaliser, à la maintenir dans un mouvement qui reçoit des lois. Le poète garde assez distinctement la conscience de rêver pour dominer la tâche d'écrire sa rêverie. Faire une œuvre avec une rêverie, être auteur dans la rêverie même, quelle promotion d'être, quel relief dans notre langage qu'une image poétique. Si nous pouvions parler en ce haut langage monté avec le poète dans cette solitude de l'être parlant qui donne un sens nouveau aux mots de la tribu, nous serions dans un règne où n'entre pas l'homme actif, pour qui l'homme de la rêverie n'est qu'un rêveur et pour qui le monde de la rêverie n'est qu'un rêve. Qu'importe pour nous, philosophes du songe, les démentis de l'homme retrouvant après son rêve les objets et les hommes. La rêverie a été un état réel, malgré les illusions dénoncées après coup. Et je suis sûr que ce fut moi le rêveur. J'étais là quand toutes ces belles choses étaient présentes en ma rêverie. Ces illusions ont été belles, donc bienfaisantes. L'expression poétique gagnée dans la rêverie augmente la richesse de la langue. Bien sûr, si l'on analyse les illusions par le moyen des concepts, elles se dispersent au premier choc. Mais est-il encore dans le siècle où nous sommes des professeurs de rhétorique qui analysent les poèmes avec des idées? En tout cas, en cherchant un peu, un psychologue trouve toujours sous un poème une rêverie. Est-ce la rêverie du poète? On n'est jamais sûr. On n'en est jamais sûr, mais en aimant le poème, on se prend à lui donner des racines oniriques. Et c'est ainsi que la poésie nourrit en nous des rêveries que nous n'avons pas su exprimer. Restera toujours que la rêverie est une paix première. Les poètes le savent. Les poètes nous le disent. Par l'exploit d'un poème, la rêverie va d'un nirvana à la paix poétique. Henri Benrath, dans un livre sur Stephen George, écrivait « Toute création découle d'une espèce de nirvana psychique ». Dans Stephen George, Henri Benrath. C'est par la rêverie, dans un onirisme éveillé, sans aller jusqu'au nirvana, que bien des poètes sentent s'ordonner les forces de la production. La rêverie est cet état simple où l'œuvre prend d'elle-même ses convictions sans être tourmentée par des censures. Et c'est ainsi que pour bien des écrivains et poètes, la liberté de la rêverie ouvre les voies à l'œuvre. C'est une bizarre disposition de mon esprit, écrit Julien Green, de ne croire à une chose que si je l'ai rêvée. Par croire, je n'entends pas seulement posséder une certitude, mais retenir en soi de telle sorte que l'être s'en trouve modifié. Julien Green dans L'Homme merveille. La citation de Green est prise comme exergue par le psychiatre Vandenberg pour une étude sur Robert Deswell, Évolution psychiatrique. Quel beau texte pour une philosophie de la rêverie que celui où il est dit que le rêve coordonne la vie, prépare des croyances à la vie. Le poète Gilbert Trollier donne pour titre à un de ses poèmes « Tout est d'abord rêvé » et il écrit « J'attends, tout est repos, donc futur innervé, tu es image en moi, tout est d'abord rêvé. » Ainsi la rêverie des ondes nerveuses courent sur les lignes d'image que dessine la rêverie. Ainsi la rêverie créatrice anime les nerfs du futur, des ondes nerveuses courent sur les lignes d'image que dessine la rêverie. En dépassant tout destin humain, un visionnaire comme Blake pouvait dire tout ce qui existe aujourd'hui fut autrefois imaginé, et c'est Paul Éluard qui se réfère à cet absolu de l'imagination dans Sentier. Dans une page de l'antiquaire, Henri Bosco nous donne un beau document qui doit nous aider à prouver que la rêverie est la materia prima d'une œuvre littéraire. Les formes prises au réel ont besoin d'être gonflées de matière onirique. L'écrivain nous montre la coopération de la fonction psychique du réel et de la fonction de l'irréel.
Dans le roman de Bosco, c'est un personnage qui parle. Mais quand un écrivain atteint à la fois cette lucidité et cette profondeur, on ne peut se tromper sur l'intimité de la confidence. Nul doute qu'en ce temps singulier de ma jeunesse, ce que j'ai vécu, j'ai cru le rêver, et ce que j'ai rêvé, j'ai cru le vivre. Bien souvent, ces deux mondes, du réel et du rêve, se compénétraient et à mon insu, me créer un troisième monde équivoque entre la réalité et le songe. Parfois, la réalité la plus évidente, fondée dans les brumes, tandis qu'une fiction d'une étrange bizarrerie illuminait l'esprit et le rendait merveilleusement subtil et lucide. Alors les vagues images mentales se condensaient si bien qu'on eût cru pouvoir les toucher du doigt. Les objets tangibles, par contre, devenaient leurs propres fantômes, dont je n'étais pas loin de croire qu'on eût pu passer à travers aussi facilement qu'on transperce les murs lorsqu'on circule dans les songes. Quand tout rentrait dans l'ordre, je n'en recevais d'autre signe qu'une soudaine et extraordinaire faculté d'amour pour les bruits, les voix, les parfums, les mouvements, les couleurs et les formes, qui tout à coup devenaient autrement perceptibles et d'une présence pourtant familière qui me ravissait. Quelle invitation à rêver ce qu'on voit et à rêver ce qu'on est. Le cogito du rêveur se déplace et va prêter son être aux choses, aux bruits, aux parfums qui existent. Quelle détente pour notre propre existence. Pour avoir le bénéfice sédatif d'une telle page, il faut la lire en lecture lente. Nous la comprenons trop vite, l'écrivain est si clair. Nous oublions de la rêver comme elle a été rêvée. En rêvant maintenant, en une lente lecture, nous allons y croire, nous allons en profiter comme d'un don de jouvence, y mettre notre jeunesse de rêverie, car nous aussi jadis nous avons cru vivre ce que nous rêvions. Si nous acceptons l'action hypnotique de la page du poète, notre être rêvant de lointaine mémoire nous est rendu. Une sorte de souvenir psychologique rappelant à la vie une ancienne psyché, rappelant l'être même du rêveur que nous fûmes, soutient notre rêverie de lecture. Le livre vient de nous parler de nous-mêmes. Le psychiatre a sans doute rencontré chez de nombreux patients la fantomalisation des objets familiers, mais le psychiatre, en ses rapports objectifs, ne nous aide pas, comme l'écrivain, à faire que les fantômes soient nos fantômes. Pris dans les documents des aliénistes, les fantômes ne sont que des brumes durcies, offertes à la perception. L'aliéniste les ayant nommés, il n'a pas à nous décrire comment ces fantômes participent à notre imagination par leur matière intime. Au contraire, les fantômes qui se forment dans la rêverie de l'écrivain sont nos intercesseurs pour nous apprendre à séjourner dans la vie double, à la frontière sensibilisée du réel et de l'imaginaire. Ces fantômes de la rêverie, une force poétique les mène. Cette force poétique anime tous les sens. La rêverie devient polysensorielle. De la page poétique, nous recevrons un renouvellement de la joie de percevoir, une subtilité de tous les sens, subtilité qui porte le privilège d'une perception d'un sens à un autre, dans une sorte de correspondance baudelairienne alertée. Des correspondances réveillantes et non plus assoupissantes. Ah, comme une page qui nous plaît peut nous faire vivre. Ainsi, à lire Bosco, on apprend que les objets les plus pauvres sont des sachets de parfum, que des lumières internes rendent translucides à certaines heures. Les corps opaques, que toute sonorité est une voix, comme elle sonne à la timbale, où l'on a bu enfant. De toutes parts, venant de tous les objets, une intimité nous assiège. Oui, vraiment, nous rêvons en lisant. La rêverie qui travaille poétiquement nous maintient dans un espace d'intimité qui ne s'arrête à aucune frontière. Espace unissant l'intimité de notre être, qui rêve à l'intimité des êtres que nous rêvons, c'est en ces intimités composites que se coordonne une poétique de la rêverie. Tout l'être du monde s'amasse poétiquement autour du cogito du rêveur. Au contraire, la vie active, la vie animée par la fonction du réel est une vie morcelée, morcelante, hors de nous et en nous. Elle nous rejette à l'extérieur de toute chose, alors nous sommes toujours dehors, toujours vis-à-vis des choses, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des hommes à l'humanité bigarrée, sauf dans les grands jours des amours vrais, sauf aux heures de l'Umarsmung novalisienne. L'homme est une surface pour l'homme. L'homme cache sa profondeur et il devient, comme dans la parodie de Carlyle, la conscience de ses habits. Son cogito ne lui assure que l'existence dans un mode d'existence, et c'est ainsi qu'à travers des doutes factices, des doutes auxquels, si l'on ose dire, il ne croit pas, il s'institue
penseur, le cogito du rêveur ne suit pas de si compliqué préambule. Il est facile, il est sincère, il est lié tout naturellement à son complément d'objet. Les bonnes choses et des choses douces, douces choses s'offrent en toute naïveté au rêveur naïf, et les songes s'accumulent en face d'un objet familier. L'objet est alors le compagnon de rêverie du rêveur. Les certitudes faciles viennent enrichir le rêveur. Une communication d'être se fait dans les deux sens, entre le rêveur et son monde. Un grand rêveur d'objets, comme Jean Follin connaît ses heures, où la rêverie s'anime en une ontologie ondulante. Une ontologie à deux pôles unis répercute ses certitudes. Le rêveur serait trop seul si l'objet familier n'accueillait pas sa rêverie. Jean Follin écrit « Dans la maison refermée, il fixe un objet dans le soir et joue à ce jeu d'exister » dans Territoire de Jean Follin. En ce jeu d'exister, comme le poète joue bien, il désigne son existence à l'objet sur la table, à un détail infime qui donne l'existence à une chose. La moindre fêlure d'une vitre ou d'un bol peut ramener la félicité d'un grand souvenir. Les objets nus montrent leur fine arête, étincellent d'un coup au soleil, mais perdus dans la nuit se gorgent aussi bien d'heures longues ou brèves. Jean Follin. Quel poème de la tranquillité, dites-le lentement, vous descendrant un temps d'objet, l'objet que nous rêvons comme il nous aide à oublier l'heure, à être en paix avec nous-mêmes. Seul à seul dans la maison, refermé avec un objet élu comme un compagnon de solitude, quelle assurance d'être dans la simple existence. D'autres rêveries viendront qui, comme celle d'un peintre qui aime à vivre l'objet dans ses apparences toujours particulières, pourront rendre le rêveur à la vie pittoresque. D'autres rêveries aussi qui viendront de bien lointains souvenirs, mais une sollicitation à une présence toute simple appelle le rêveur d'objet à une existence sous-humaine. C'est souvent dans le regard de quelque animal, de quelque chien pour le rêveur croit trouver cette existence sous-humaine. Les yeux de l'âne de Bérénice ont donné de tels songes à Maurice Barrès, mais la sensibilité des rêveurs de regard est si grande que tout ce qui regarde remonte au niveau de l'humain. Un objet inanimé s'ouvre à de plus grands songes. La rêverie sous-humaine qui égalise le rêveur et l'objet devient une rêverie sous-vivante. Vivre cette non-vie, c'est conduire jusqu'à l'extrême le jeu d'exister, où nous engage Follin sur la pente douce de ses poèmes. Des rêveries d'objets aussi sensibilisés nous amènent à retentir au drame d'objets que nous suggère le poète. Quand tombe des mains de la servante la pâle assiette ronde de la couleur des nuées, il en faut ramasser les débris, tandis que frémit le lustre dans la salle à manger des maîtres. Jean Follin dans Territoire. Le poème a pour titre L'assiette. Qu'elle soit pâle et ronde, qu'elle soit de la couleur des nuées, en ces prestiges de mots simples poétiquement réunis, l'assiette reçoit une existence poétique. Elle n'est point décrite et pourtant qui rêve un peu ne la confondra avec une autre. Pour moi, elle est l'assiette Jean Follin. Un tel poème pourrait être un test d'adhésion à la poésie de la vie commune. Quelle solidarité entre les êtres de la maison, quelle pitié humaine le poète s'est inspiré au lustre qui frémit de la mort d'une assiette, de la servante au maître, de l'assiette au Christ du lustre, quel champ magnétique pour mesurer l'humanité des êtres de la maison, de tous les êtres, hommes et choses, aidés par le poète comme nous nous réveillons des sommeils de l'indifférence. Oui, comment pouvons-nous être indifférents devant un tel objet? Pourquoi chercher plus loin quand nous pouvons rêver aux nuées du ciel en contemplant une assiette? À rêver devant un objet inerte, un poète trouvera toujours un drame de la vie et de la non-vie. Je suis un caillou gris, je n'ai pas d'autre titre. Je rêve en durcissant les rêves de mon choix, Alain Bosquet dans le Premier Testament. Au lecteur de mettre à ce poème son préambule de chagrin, de revivre tous les menus chagrins qui font le regard gris, toutes les peines qui font un cœur de pierre. Dans ce poème du Premier Testament, le poète nous appelle au courage qui endurcit la vie. Alain Bosquet sait d'ailleurs que pour dire tout l'être de l'homme, il faut exister comme la pierre et le vent. C'est un honneur d'être le vent, c'est un bonheur d'être la pierre. Mais pour un rêveur de choses, y a-t-il des natures mortes? Les choses qui ont été humaines peuvent-elles être indifférentes?
Les choses qui ont été nommées ne revivent-elles pas dans la rêverie de leur nom? Tout dépend de la sensibilité rêveuse du rêveur. Chesterton écrit « Les choses mortes ont tel pouvoir de s'emparer de l'esprit vivant que je me demande s'il est possible à quiconque de lire le catalogue d'une vente aux enchères sans tomber sur des choses qui, brusquement saisies, feraient couler des larmes élémentaires. » Chesterton, la vie de Robert Browning. Seule la rêverie peut éveiller une telle sensibilité, disperser aux enchères offertes à n'importe quel acquéreur les choses, les douces choses. Retrouveront-elles chacune leur rêveur? Un bon écrivain champenois, le Troyen Grelet, dit que sa grand-mère, quand elle ne savait répondre à ces questions d'enfant, ajoutait « Va, va, quand tu seras grand, tu verras qu'il y a bien des choses dans un chosier